troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Djongo Daoudatal et Jean-François Kandji-Gombe. Et tout de suite, la troisième conférence internationale pour le financement du développement s'est ouverte ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Les discussions sont placées sous le signe du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. L'objectif est d'élaborer l'agenda post-2015. Lisa Siakizimana. La troisième conférence internationale sur le financement du développement a débuté ce lundi 13 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Des milliers de délégués, des centaines de ministres et chefs d'État des pays donateurs et en développement réfléchissent ensemble afin de trouver les meilleures stratégies pour une éradication durable de la pauvreté dans le monde. J'exhorte les dirigeants mondiaux et les ministres réunis ici cette semaine à faire preuve de flexibilité et de sens du compromis. Laissons de côté ce qui nous divise et nos intérêts particuliers pour travailler ensemble au bien-être commun de l'humanité. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a invité les pays développés à consacrer au moins 50% de leur aide publique au développement aux pays qui en ont le plus besoin. Mais les experts au développement restent convaincus que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, surtout en Afrique, est de privilégier des pistes internes au pays. Les pays africains doivent d'abord compter sur eux-mêmes pour trouver des ressources internes. Et pour trouver des ressources internes, il faut trois choses. D'abord, mettre en place un bon cadre macroéconomique qui fasse en sorte que la gestion budgétaire soit saine. Ensuite, améliorer la collecte des recettes internes, les taxes, les impôts et autres. Et doit faire une bonne qualité de dépenses pour que réellement les dépenses soient dirigées dans les secteurs les plus d'impact. Et si c'est compliqué ça, c'est mobiliser aussi l'investissement privé interne. Par rapport à d'autres continents, l'Afrique compte énormément de richesses du sous-sol, des atouts que les pays peuvent utiliser afin d'éradiquer la pauvreté. Nous avons des pays aussi riches, comme le Gabon, qui ont des ressources du sol et du sous-sol. Mais nous recevons beaucoup d'argent. Nous avons des multinationales étrangères qui sont là-bas, qui travaillent. Certes, nous avons le discours qui dit souvent qu'ils exploitent nos États. Mais ces multinationales de l'argent, est-ce que cet argent est injecté pour le développement, pour endiguer les inégalités? Je dirais non, pas totalement. Donc, pour endiguer les inégalités, il faudrait que l'argent qui sort de nos ressources, cet argent doit être injecté dans les projets de développement. La troisième conférence internationale sur le financement de développement intervient après celle de 2002 à Monterrey au Mexique et celle de 2008 à Doha au Qatar. Alfred, cette conférence d'Addis Abeba s'est ouverte sous le signe du développement durable, mais aussi sous un profond désaccord entre les pays du Nord et du Sud sur les sources de financement. Est-ce que c'était prévisible ? Depuis Monterrey en 2000, 2008 à Doha au Qatar, Monterrey au Mexique, on voit bien comment la communauté internationale peine justement à se mettre d'accord sur déjà ce qu'il faut entendre par le développement durable pour le Nord et pour le Sud et comment assurer la soutenabilité de ce développement durable. Donc mobiliser des moyens énormes. On sait qu'il y a la crise qui est passée par là, notamment à partir de 2008, qui a bouleversé le système financier et économique international. Et les États du Nord ont été frappés de plein fouet. Du coup, même les projets qui ne relevaient pas de ce cycle de Monterrey-Doha, qui n'entraient pas dans ce cycle-là, n'avaient pas pu être financés, comme par exemple tous les engagements pris par les puissances occidentales, que ce soit Kananaskis, Sahel Ingendam, dans le G20 pour le financement de l'agriculture, par exemple en Afrique, consacrer 2% de leur budget à cela. Ça n'a jamais été appliqué parce que justement les États se sont trouvés confrontés à cela. Qu'aujourd'hui il y ait des difficultés entre le Nord et le Sud justement pour voir comment financer ce développement durable, c'est tout à fait compréhensible. Mais moi je voudrais quand même souligner une chose, c'est vraiment aux États d'abord du Sud et en l'occurrence des États africains eux-mêmes déjà, de mobiliser des ressources, des moyens, de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'est le développement durable pour l'Afrique,
quels sont les moyens qu'on peut mobiliser déjà à partir de l'Afrique pour soutenir justement ce développement durable, avant d'attendre toujours des autres qu'ils viennent nous financer. C'est l'éternelle question. Le NEPAD, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le NEPAD a été construit sur l'idée que les partenaires étrangers allaient financer le NEPAD. Mais vous ne dégagez pas vos propres moyens. Donc il faut commencer par réfléchir, par raisonner en ces termes-là. Et puis ensuite, ben oui, on parle d'émergence en Afrique, croissance de 5% un peu partout et tout ça. Mais alors mobiliser des moyens justement. Et puis après, les autres peut-être, ils accepteront de soutenir ce développement durable. Alors justement, Daouda, les pays développés, pendant ces discussions, ils souhaitent axer le financement sur le financement privé, ce sur quoi les pays en développement ne sont pas vraiment d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, oui, ça a été avancé, l'idée de prélever sur une taxe, en tout cas la taxe sur les transactions financières, d'en réserver une partie pour l'aide publique au développement. Cela est une bonne idée, mais ça n'arrange personne, personne ne la met en route. Et sur l'objectif de consacrer 0,7% du PNB des pays du Nord à l'aide publique au développement, ça fait longtemps que aussi la question est sur la table. Aujourd'hui, les meilleurs élèves, en tout cas le gros lot tourne autour de 0,3%, 0,4%, c'est très bien. À part les pays scandinaves comme la Suède, etc., qui à un moment donné sont arrivés à 0,7% de leur PNB. Bon, la France en est à 0,3%. 0,3%. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a quand même un manque de volonté politique de la part des États du Nord de pousser cette aide, en tout cas de respecter ses engagements. Autre chose, rapidement, c'est aussi que ce n'est pas de l'aide publique au développement. Moi, je pense qu'on doit changer de terminologie désormais en parlant de coopération au développement plutôt que d'aide publique au développement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a des conditionnalités, il y a des contreparties évidentes et donc l'ouverture des marchés est là, un certain nombre de choses, je ne vais pas développer, on n'a pas le temps, mais c'est de la coopération, chacun y trouve son compte, ce n'est pas de l'aide publique au développement. Et dernier élément, qu'on arrête de comptabiliser les prêts, les appuis budgétaires que l'on donne aux États en aide publique au développement. Savez-vous que quand on prête au Gabon, au Congo ou au Sénégal de l'argent pour pouvoir faire face au déficit budgétaire, c'est comptabilisé dans les chiffres de l'aide publique au développement. Un prêt, c'est pas de l'aide publique, c'est pas de l'aide, je suis désolé. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui font gonfler les chiffres pour dire oui, on est généreux, alors que c'est pas la réalité. Alors justement, Jean-François, depuis les crises financières et les cures d'austérité, notamment dans les pays européens, l'aide au développement a considérablement diminué pour les pays du Sud. Est-ce que c'est une manière aussi pour les États du Sud de trouver d'autres sources de financement ? Alors, l'aide au développement aux pays du Sud, enfin l'aide, je partage ce que l'opinion de Daouda tout à l'heure, il n'y a pas d'aide. En tout cas, les prêts qui sont octroyés aux pays du Sud, ça fait très très longtemps, bien avant la crise, que ces prêts ont diminué. De la part des États européens, par exemple, il s'agissait de financer l'ouverture de l'Europe vers l'Est et de financer le développement des nouveaux pays qui sont entrés dans l'Union européenne. Donc, l'aide au développement, en tout cas l'aide au titre de la coopération au développement avait drastiquement baissé, y compris dans le cadre des accords de Cotonou. Il suffit, on n'a pas le temps de revenir sur ces éléments-là, mais la crise n'est qu'un prétexte. On est sur un mouvement continu qui montre d'ailleurs que, premièrement, que les pays du Nord ont toujours été réticents pour donner de l'aide publique au développement, face à l'aide publique au développement, alors même que la contrepartie, elle vient bien. Nous sommes loin des 7%, mais en termes de contrepartie de ce que rapportent les pays, notamment africains, pour les pays européens, cela dépasse de loin ce qui est donné. Et puis, par ailleurs, il y a des effets pervers dans ce que l'on appelle l'aide. Je rajouterai à la longue liste que Daouda a dit tout à l'heure, le fait de financer, par exemple, des projets et des experts et des organisations du Nord pour aller œuvrer dans le Sud, et puis on inscrit ça dans l'aide, alors que c'est un produit qui revient. Donc,
Pour finir, je pense que il serait quand même temps que les États africains comptent sur leurs propres efforts, y compris de coopération entre eux, pour pouvoir financer le développement. Et de cette manière-là, c'est d'ailleurs la seule manière que nous ayons de définir ce qu'est le développement pour nous-mêmes, et de contribuer éventuellement à définir au plan international ce qu'est le développement durable. Nous sommes toujours dans une position, je ne sais pas, d'attentisme, de receveur, et jamais dans l'offensive. Nous avons là des questions qui vont mobiliser l'Afrique, mais qui vont changer la vie des générations qui viennent. Il faut quand même que nous ayons voix au chapitre sur la définition de ce que cela implique. Merci. Dans l'actualité également, au Gabon, le taux de chômage atteint 25% de la population. Chez les jeunes, ce taux monte même à 35%. Le gouvernement estime pourtant que le processus de création d'emplois est en marche. Les autorités comptent en particulier sur la promotion des plans Gabon vert et Gabon industriel. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. La présidence de la République et le gouvernement sont formels. Plusieurs centaines d'emplois ont été créés depuis 2009 au Gabon. Mais pour les populations, il n'en est rien. Selon les statistiques officielles, le taux de chômage avoisine encore les 25% de la population et 35% chez les jeunes. À ce jour, la zone économique spéciale d'Angkok a généré 1500 emplois globalement, emplois directs et indirects. Lorsque nous parlons d'une politique de l'emploi, la politique de l'emploi, ce n'est pas que la fonction publique, ce n'est pas que l'État, c'est aussi ce que l'État met en place comme mécanisme pour attirer les investisseurs et les investisseurs créent de l'emploi. L'année prochaine, c'est le démarrage de la production d'huile de palme au niveau du Congo. Ça, c'est du concret. Le complexe métallurgique de Mwanda, c'est du concret. Les 432 emplois, ce n'est pas du virtuel. Malgré la promotion des piliers Gabon vert et Gabon industriel, le taux de chômage et le déficit de formation restent encore importants dans le pays. Cependant, de nouveaux métiers voient le jour. Nous allons faire dans la ferraille et aussi nous allons faire dans la fabrication du gaz, le gaz industriel. Mon travail consiste à faire la séparation du laitier au métal. C'est aux sorties des poches. Je dois enlever le mauvais produit et recouler le métal. Selon la Banque mondiale, le climat des affaires est très contraignant au Gabon. Conséquence, le faible taux d'emploi observé dans le pays depuis les années 60 à nos jours. Une difficulté que l'État essaie de résoudre, même si le pays est encore loin d'atteindre le plein emploi. Daouda, le plan Gabon émergent a été lancé depuis 2008. La création d'emplois semble ne pas suivre. Est-ce que ça signifie qu'il y a des failles dans ce programme, dans ce plan Gabon émergent ? Oui, il n'y a rien qui est parfait. Et là, on en a l'illustration de toute façon, d'autant plus qu'aujourd'hui, la conjoncture elle est différente. Quand on met en place un plan de cette ampleur, à un moment T, il y a des hypothèses. Il y a une hypothèse pessimiste, une hypothèse normale, une hypothèse la plus optimiste possible. Là, il me semble qu'on est quand même du côté de l'hypothèse la plus pessimiste. En tout cas, on se rapproche de ça. Pourquoi? Mais à la décharge du pays, sous un certain angle. C'est que la chute du cours du pétrole également a son impact, puisque le plan Gabon émergent, c'est un ensemble de projets structurants, un ensemble de projets liés à l'investissement qui est censé à terme produire de l'activité, de la valeur ajoutée, des emplois, etc. Et pour financer ces investissements, l'État n'a pas d'autre instrument que son budget. Parce que de toute façon, même si l'appui vient de l'extérieur, ça passe par le budget. Et aujourd'hui, le budget souffre quand même de recettes insuffisantes. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Les multinationales ont fait sortir illégalement 210 milliards de dollars de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entre 2002 et 2011 grâce à des pratiques de fraude fiscale. Les pertes liées à cette fraude se montaient à 18 milliards de dollars en 2011 dans la CEDEAO, soit un tiers de plus que l'aide au développement évaluée à 12 milliards de dollars cette même année. Le pays le plus touché est le Nigeria, suivi de la Côte d'Ivoire et du Togo. Jean-François, ce chiffre de 210 milliards de dollars, c'est un chiffre très important. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette évasion fiscale ? D'abord, c'est un chiffre très important et c'est un chiffre qui est manifestement en deçà
de la réalité, parce que nous parlons de fraude, et ça c'est la fraude qui a été identifiée. Je pense qu'il y a des multinationales qui ont des équipes beaucoup plus outillées que cela, et beaucoup plus intelligentes dans la tricherie et dans le vol. Bon, comment on peut lutter contre la fraude fiscale? Moi, à la limite, j'ai envie surtout de dire que ce soit ces entreprises-là, pour qui on a créé les conditions, l'environnement des affaires dont on parle, c'est pour ces entreprises-là. Une fiscalité avantageuse, c'est pour ces entreprises-là. Il n'y en a que pour ces entreprises, et notamment dans le sujet précédent, on se demande ce qui est fait pour les petites et moyennes entreprises, pour l'entrepreneuriat, etc., etc. C'est pour ces entreprises-là, et en plus de ce que l'on leur donne, il prive l'État des moyens de son développement. Je trouve qu'il faudrait durcir la législation. On parle toujours de libérer, on parle toujours d'améliorer le cadre des affaires. Il faut l'améliorer pour les personnes honnêtes et pour les entreprises honnêtes. Lorsqu'elles ne le sont plus, il faut les punir, et les punir durement. Alfred, certains pays africains ont commencé à durcir cette législation, mais encore très peu d'États. Qu'est-ce qui freine ce processus ? Avant de répondre à votre question, Fanny, j'aimerais quand même qu'on distingue deux choses. Entre la fraude fiscale et l'évasion, c'est pas la même chose. La fraude, ça, c'est vraiment dans l'illégalité. On détourne volontiers l'argent qu'on doit aux États. L'évasion, ça, les multinationales profitent en fait des failles du système pour pouvoir échapper. Et donc là, c'est plutôt légal. Alors donc la fraude, effectivement, pourquoi dans certains États ça commence à marcher, dans d'autres ça ne marche pas. Mais je reviens à ce que disait Jean-François, c'est-à-dire que si on taille de lois sur mesure pour les investisseurs étrangers, pour assainir le climat des affaires, etc., il faut aussi des lois qui les contraignent à respecter justement ces codes, à respecter leurs engagements. Parce que la majorité de la fraude passe par où? Par la fraude fiscale. Par la fraude fiscale. Dans ce cas-là, effectivement, il faut revoir le droit fiscal appliqué à ces investisseurs-là pour exiger, par exemple, qu'ils paient... Enfin, comment peut-on concevoir qu'une entreprise qui doit payer, mettons, 40%, etc., s'arrange pour contourner l'État, ou qu'on étale dans le temps le recouvrement de la fiscalité, et qu'en même temps, ces entreprises-là ne payent pas ce qu'ils doivent payer? À ce moment-là, effectivement, il faut revoir toute la législation pour pouvoir faire amener ces multinationales à les respecter, et ensuite promouvoir l'entrepreneuriat local, mais aussi en mettant en place des mesures adéquates. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré à la réforme universitaire. Jean-François, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, Fanny. Du plaisir d'avoir passé un moment avec vous trois. Alfred, merci d'avoir été là. Merci Fanny, ça a été un bonheur de vous retrouver. Et puis à mes très chères téléspectatrices, en ce 14 juillet, c'est aussi un bonheur de les avoir retrouvées. Et Daouda, merci également. Merci Fanny, c'est également un plaisir renouvelé pour moi, et bonne soirée à tous nos téléspectateurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.